$700 pour 1000 mètres cubes de gaz. Qui paie vraiment la facture de l'indépendance énergétique? Si vous pensiez que la diversification énergétique de l'Europe allait vous protéger, préparez-vous à une réalité bien différente, parfois déconcertante. Aujourd'hui, le prix du gaz européen explose à nouveau, atteignant des sommets inédits depuis la crise énergétique de 2022 à 2023. Dans des pays comme la Tchéquie, la mémoire est fraîche. Il y a à peine 3 ans, le gouvernement célébrait la rupture avec le gaz russe. Discours officiels au ton grave, alliances stratégiques affichées, promesses martelées de souveraineté retrouvée. Mais au fond, que s'est-il réellement passé? La réalité, comme souvent, est bien plus complexe que l'image projetée. En vérité, la Tchéquie n'a pas supprimé sa dépendance énergétique, elle l'a simplement déplacée. La Russie, longtemps considérée comme une source fiable malgré les tensions, a été remplacée par d'autres fournisseurs, comme le Qatar, géant gazier, mais aussi royaume autoritaire. On a troqué une dépendance contre une autre, souvent plus onéreuse et plus vulnérable face aux crises internationales qui surgissent parfois loin, mais dont les ondes de choc se répercutent jusqu'aux foyers européens. Car ce nouveau système réagit à chaque incident géopolitique. Une simple tension ou un conflit à l'autre bout du monde, et les prix flambent, affectant aussi bien les ménages que les entreprises. Pendant ce temps, loin des projecteurs et des grandes cérémonies médiatiques, l'Inde a choisi une toute autre stratégie. Plutôt que de simplement changer de drapeau sur ses factures d'importation, New Delhi a instauré une véritable concurrence entre fournisseurs. Quand l'Europe, pressée par la morale et la pression de ses alliés, fuyait le gaz russe, l'Inde négociait simultanément avec la Russie, l'Arabie saoudite, l'Irak et bien d'autres. Résultat, l'Inde impose ses conditions et ce sont les fournisseurs qui se disputent son marché, non l'inverse. Pas de prime idéologique sur la facture des ménages, pas de crise à chaque annonce politique. Le pragmatisme, plutôt que l'idéologie, a guidé les choix indiens. Alors, à qui profite ce modèle européen de diversification? Ce sont les citoyens qui perdent le prix fort, factures en hausse, compétitivité industrielle en chute libre, stabilité économique menacée, tout cela pour préserver une crédibilité politique fragile. Mais si la diversification ne consiste pas simplement à changer de dépendance, qu'est-ce que cela signifie réellement? Regardons de plus près les choix de la Tchéquie et de l'Inde et découvrons ce que la vraie diversification énergétique implique pour votre portefeuille et pour l'avenir collectif. La Tchéquie célèbre sa nouvelle indépendance énergétique. Mais à quel prix et avec quels partenaires? Au printemps 2022, Prague fait la une des médias européens. Les officiels tchèques annoncent à grand renfort de caméras la rupture totale avec le gaz russe. Des images symboliques sont relayées, la signature d'un mémorandum d'entente avec le Qatar, qui deviendrait, selon la promesse politique, le nouveau pilier de la sécurité énergétique nationale. Victoire diplomatique, proclamant les uns, tournant historique, jurant les autres. Mais derrière ces annonces spectaculaires, que s'est-il passé concrètement? Quels effets réels ces décisions ont-elles eu sur la vie quotidienne des citoyens tchèques? Revenons brièvement au contexte. En 2022, sous la pression du conflit ukrainien et d'un consensus européen de plus en plus ferme, la priorité devient de se détacher des hydrocarbures russes, quel qu'en soit le coût, parfois sans même en mesurer toutes les conséquences. La diversification énergétique devient un mantra politique. Pour la Tchéquie, enclavée, sans accès à la mer, la dépendance au gaz russe avait longtemps été perçue comme logique. Un pipeline direct, sans intermédiaire, ni frais cachés, ni incertitude sur la livraison. Mais tout à coup, ce modèle n'est plus toléré politiquement. Il faut des alternatives, et vite. Le Qatar entre alors en scène. Les ministres tchèques multiplient les voyages officiels, les poignées de main solennelles et signent un mémorandum d'intention. Sur le papier, la promesse est belle. Coopération, sécurité, diversification, indépendance. Mais ce mémorandum n'est pas un contrat ferme. Pas de volume garanti, pas de prix annoncé, aucune garantie sur les délais ou la fiabilité. Les détails restent secrets, soigneusement dissimulés derrière la rhétorique politique. Ni le public, ni même le Parlement ne connaissent les conditions réelles de ces accords. La presse, curieuse, n'obtient pour seule réponse qu'un silence gêné, parfois quelques éléments de langage.
Et il y a la géographie, implacable. La Tchéquie n'a pas de littoral, ni terminal pour le gaz naturel liquéfié, GNL. Le gaz qatari doit donc voyager par bateau jusqu'aux ports néerlandais, polonais ou allemands. Là, il doit être regazéifié, puis transporté par pipeline à travers plusieurs pays avant d'arriver enfin en Tchéquie. Chaque étape ajoute son lot d'intermédiaires, de frais, de risques. On passe d'un fournisseur direct à une chaîne logistique complexe où chaque maillon, chaque pays de transit, chaque opérateur, chaque taxe devient un point de vulnérabilité supplémentaire. Imaginez un instant. Que se passe-t-il si l'un de ces pays connaît une crise politique, une grève, ou décide d'augmenter ses tarifs? Le gaz tchèque est-il toujours garanti? Et le coût? Même en temps normal, le gaz liquéfié transporté par méthanier coûte entre 50 et 100% plus cher que le gaz par pipeline. En période de crise, la situation s'aggrave. Les prix explosent, les Européens se battent littéralement pour des cargaisons limitées et les fournisseurs imposent leurs conditions, profitant de la tension. Ce nouveau modèle, présenté comme un triomphe diplomatique, s'avère en réalité opaque, plus cher et plus fragile. Au final, quelle indépendance? Il s'agit en fait d'une dépendance accrue à des partenaires lointains, à des routes maritimes saturées, à la bonne volonté de plusieurs pays de transit. La Tchéquie a simplement changé de chaîne. Elles sont plus longues, plus complexes, plus coûteuses et moins fiables. N'est-ce pas là une étrange façon de définir la souveraineté énergétique? Pourquoi tant d'annonces? La pression politique était immense. Il fallait montrer à l'Europe, à l'OTAN et surtout aux citoyens que la Tchéquie agissait, quitte à faire des choix rapides, dictés par la diplomatie, plus que par l'économie ou la logique industrielle. Montrer sa loyauté à l'Occident valait-il de sacrifier la stabilité de l'industrie nationale? Ce choix, applaudi fin 2022, présente aujourd'hui un prix concret. Factures d'énergie en hausse, usines fragilisées, compétitivité affaiblie. Derrière la rhétorique de la diversification se cache une nouvelle dépendance, et ce sont les citoyens qui paient, chaque mois, sur leurs factures. Peut-on vraiment parler de progrès? Mais alors, que révèle ce nouveau modèle d'approvisionnement? Et pourquoi l'Inde a-t-elle réussi là où l'Europe, et la Tchéquie, semblent avoir échoué? Essayons de comprendre. Remplacer un fournisseur unique par une chaîne complexe, progrès ou illusion? À première vue, la Tchéquie suivait le manuel de la diversification. Fini le gaz russe. Place au gaz naturel liquéfié du Qatar, des États-Unis ou de Norvège. Sur le papier, victoire diplomatique. Plusieurs origines, donc, a priori, plus de sécurité. Mais la réalité est bien moins reluisante. La Tchéquie, sans mer, ne reçoit pas directement son gaz. Chaque molécule débarque dans un port éloigné, Pays-Bas ou Pologne, puis traverse plusieurs frontières et réseaux de transport. Les intermédiaires se multiplient. Chaque étape, chaque gestionnaire, ajoute sa marge, son incertitude, ses délais. Le gaz payé par les ménages tchèques a déjà fait un long voyage et encaissé taxes, commissions, risques, avant même d'allumer leur chaudière. Le trajet du gaz qatari est un véritable parcours du combattant. Il commence dans le désert, traverse une usine de liquéfaction, embarque sur un navire spécialisé, franchit le détroit d'Ormuz, goulot d'étranglement de 40 km, crucial pour le pétrole mondial et le GNL. Une tension, une déclaration politique, et tout s'enflamme, marché paniqué, prix envolé. Ensuite, direction l'océan Indien, le canal de Suez, autre point de vulnérabilité. Puis la Méditerranée, l'Atlantique, jusqu'aux ports européens, où le gaz est regazéifié et injecté dans les réseaux. À chaque étape, un risque, une occasion de faire flamber la facture. Faut-il s'étonner que la moindre crise dans l'une de ces zones stratégiques ait des répercussions immédiates sur nos prix? Au fond, la diversification tchèque ressemble à une illusion de choix. Un fournisseur unique a été remplacé par une chaîne d'intermédiaires dont chacun détient un bout de la clé, et où la moindre crise géopolitique a des répercussions immédiates sur le portefeuille des citoyens et la compétitivité des entreprises. Ce n'est pas un hasard si la moindre tension au détroit d'Ormuz ou au canal de Suez fait bondir les prix du gaz de 50%, 100%, voire plus.
En 2022 et 2023, le mégawattheure est passé de 30 à 300 €. Les ménages ont vu leurs factures exploser, les industries ralentir ou stopper, l'État rassuré à coups de mémorandums, qui n'ont rien d'un contrat ferme. Ces mémorandums sont de simples promesses, sans engagement sur les volumes ni les prix. La sécurité énergétique affichée n'est qu'un pari. Ironiquement, le gaz russe arrivait directement par pipeline, sans détroit d'Ormuz, sans navire, ni multiples intermédiaires. Moins de vulnérabilité logistique, moins d'opacité sur le prix final. Il ne s'agit pas de regretter la dépendance à la Russie, mais de constater que la nouvelle n'est pas forcément un progrès. On a remplacé une chaîne courte, mais risquée politiquement, par un parcours long, incertain et coûteux. Le résultat ? C'est l'utilisateur final qui paie la note. Les ménages s'inquiètent pour leurs factures, les PME perdent en compétitivité, la crédibilité politique s'effrite. Pire, la Tchéquie dépend désormais d'une série de chaînons dont chacun peut céder à la moindre tempête mondiale. On a multiplié les acteurs, sans inverser le rapport de force. Ce ne sont pas les fournisseurs qui se battent pour le marché tchèque, c'est la Tchéquie qui supplie pour être livrée à temps et à prix raisonnable. Et tout cela, ce sont les citoyens qui le paient. Leur pouvoir d'achat, leurs emplois, la stabilité de l'économie sont mis en jeu à chaque crise, chaque hausse des marchés mondiaux. Peut-on accepter que la politique énergétique d'un pays repose sur autant d'aléas ? N'existe-t-il pas d'autres modèles plus résilients ? Est-ce inévitable ? Pas du tout. L'Inde, par exemple, a su mettre la concurrence au service de ses intérêts et tirer parti de la crise pour renforcer sa position. Quand l'idéologie laisse place au calcul, l'Inde, arbitre et non suiveuse. Face à la tempête énergétique mondiale, l'Inde n'a pas cherché à donner des leçons, ni à faire des proclamations sur la morale de ses choix. L'Inde a fait simple. Elle a évalué ses besoins, ses ressources, et agi avec pragmatisme et sang-froid. Alors que l'Europe et la Tchéquie se félicitèrent d'avoir tourné le dos au gaz russe, fierté affichée, mais coût élevé, New Delhi a choisi le calcul économique pur. Prenons le cas du pétrole. Lorsque la guerre en Ukraine éclate et que les sanctions occidentales frappent en la Russie, l'Inde n'a pas suivi. Elle a augmenté ses achats de pétrole russe, profitant de rabais massifs. Non par idéologie, mais parce que le litre coûtait moins cher. Pendant que certains critiquaient, l'Inde peaufinait ses contrats, négociant aussi avec l'Arabie saoudite, l'Irak, d'autres fournisseurs. Résultat, une vraie concurrence entre vendeurs qui se disputent le marché indien. Imaginez la scène. Chaque fournisseur fait des offres agressives pour gagner ou garder sa part du marché. Ici, pas de grandes conférences de presse. Les discussions se font à huis clos et seuls les chiffres comptent, pas les slogans. Quand un fournisseur fait défaut ou augmente ses prix, l'Inde bascule vers un autre, sans rupture ni panique. Elle ne dépend pas d'une source unique ni d'un couloir vulnérable. L'Inde a compris que la meilleure diversification n'est pas d'additionner les contrats, mais de faire jouer la concurrence, que les fournisseurs se battent pour remporter les appels d'offres. La flexibilité, voilà la clé. Et ça fonctionne. Alors que les Européens voient leurs factures exploser, l'Inde maîtrise son inflation. L'industrie reste compétitive, alimentée par une énergie à prix négocié, la croissance indienne reste parmi les plus fortes du monde. La différence est frappante. Pendant que la Tchéquie et l'Europe expliquent pourquoi il faut payer plus cher, l'Inde protège le pouvoir d'achat. Les décisions sont prises pour l'intérêt du pays, pas pour sauver une image. Ce pragmatisme apporte une sécurité rare. Quand la région du détroit d'Ormuz s'embrase, goulet stratégique pour le pétrole mondial, l'Inde n'assiste pas, inquiète, à la flambée des prix. Elle a déjà prévu des alternatives, renforcer les importations de Russie par la mer du Nord ou ajuster ses achats ailleurs. L'anticipation est devenue une habitude. Son objectif est clair, garder ses lumières allumées, ses usines en marche, sa croissance intacte. Cette flexibilité protège l'Inde des chocs extérieurs. Là où la moindre tension géopolitique fait paniquer les marchés européens, déstabilise les industries et vide les portefeuilles, l'Inde avance avec une énergie à prix contenu. Moins de dépendance, moins de vulnérabilité, plus de choix et une croissance continue. N'est-ce pas là la définition même de la résilience ?
Ce n'est pas un hasard si, aujourd'hui, alors que l'Europe débat de souveraineté énergétique sans desserrer l'étau des prix, l'Inde regarde l'avenir avec confiance. En instaurant la vraie diversification, celle qui met les fournisseurs en concurrence, elle a mis en place une stratégie gagnante. Ce n'est ni du cynisme, ni un pari sur l'inacceptable, mais une gestion froide de l'intérêt national. La question est, pourquoi tant de pays européens n'ont-ils pas adopté cette approche? Reste une question. Que vaut ce pragmatisme en temps de crise? Le test ultime, c'est la crise du détroit d'Ormuz. Comment chaque pays y fait face, quand la chaîne logistique mondiale se tend? Quand géographie et économie rattrapent pour la politique, qui paie la note finale? La réponse est simple, c'est toujours le citoyen. Prenons le cas récent du détroit d'Ormuz, où une crise a suffi à faire grimper les prix de l'énergie en Europe. L'Inde, elle, est restée relativement protégée. Pourquoi? Parce qu'elle a diversifié ses routes et fournisseurs de manière réelle, pas seulement sur le papier. Résultat, quand l'Europe subit la volatilité du marché, l'Inde amortit le choc. En Europe centrale, surtout en Tchéquie, la réalité est bien différente. On a banni le gaz russe, mais ce gaz avait l'avantage d'être fiable, stable et acheminé à moindre coût. Aujourd'hui, la Tchéquie importe du gaz liquéfié, transporté par méthanier via des ports lointains, multipliant intermédiaires, risques logistiques et surcoûts. On a remplacé une dépendance directe par une dépendance plus complexe, plus chère et plus vulnérable. Les mémorandums signés à la hâte, censés sécuriser l'approvisionnement, n'ont offert aucune garantie réelle. Et qui règle la note? Ce ne sont ni les dirigeants, ni les eurocommissaires. Ce sont les ménages tchèques qui, chaque mois, voient des factures d'énergie 2 fois plus élevées. Ce sont les industriels qui voient exploser le prix du kilowattheure, perdent en compétitivité, doivent choisir entre répercuter ces hausses, au risque de perdre leur marché, ou réduire les coûts, souvent sur l'emploi. Conséquence, délocalisation, arrêt de production, économie en difficulté. Peut-on appeler cela un progrès? Pendant ce temps, l'Inde bénéficie d'une autre logique. Là-bas, les fournisseurs, Russie, Arabie Saoudite, Irak, se battent pour placer leur énergie. C'est l'acheteur qui fait le marché. Quand l'Inde négocie, elle arbitre entre plusieurs offres. Cette concurrence fait baisser les prix. Concrètement, quand la Russie avait besoin de nouveaux débouchés après les sanctions, elle a proposé du pétrole à prix cassé. Les Saoudiens ont dû s'aligner, l'Irak a maintenu ses volumes. L'Inde paie le prix du marché, pas une prime idéologique. Résultat, inflation sous contrôle, industrie qui tourne, croissance forte. Ce qui manque à l'Europe et à la Tchéquie, c'est la maîtrise de la chaîne logistique et la capacité à faire jouer la concurrence. La diversification ne consiste pas à multiplier les fournisseurs ou à changer de drapeau. Elle exige que chaque fournisseur ait intérêt à offrir les meilleures conditions, parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. C'est une inversion du rapport de force basé sur l'économie, pas sur les déclarations. Ignorer cette réalité, c'est payer 2 fois, d'abord avec son portefeuille, ensuite avec sa sécurité énergétique. C'est sacrifier pouvoir d'achat, compétitivité et crédibilité politique. Chaque décision prise à Bruxelles ou Prague se traduit par une facture pour les citoyens, là où la géographie et l'économie imposent leurs règles. La politique peut-elle vraiment s'affranchir de ces contraintes? Alors, pour l'avenir, faut-il continuer les solutions de façade ou s'inspirer de ceux qui font vraiment jouer la concurrence? Il est temps de répondre à cette question, non pas avec des slogans, mais avec des résultats concrets. Diversification ou dispersion? Ce n'est pas le nombre de fournisseurs, mais le rapport de force qui compte. On l'a vu, alors que l'Europe et la Tchéquie s'enorgueillissent d'avoir tourné le dos au gaz russe, il ne s'agit pas d'une vraie émancipation, mais d'un simple échange d'interlocuteurs, à un prix plus élevé, dans une position vulnérable. Derrière le discours officiel de la diversification, on a remplacé une dépendance par une autre, parfois plus risquée et plus chère pour les citoyens. L'exemple indien est révélateur. Quand New Delhi s'approvisionne, ce n'est ni par confrontation ni par allégeance. L'Inde achète selon son intérêt. Résultat, fournisseurs russes, saoudiens ou irakiens se disputent le marché. Chacun propose ses meilleures offres, parfois des rabais, pour ne pas perdre une part du gâteau. L'Inde choisit selon le prix, la sécurité,
la flexibilité, pas pour plaire à un partenaire ou envoyer un signal politique. N'est-ce pas là le vrai sens de l'indépendance? C'est là toute la différence. L'économie indienne a cru de près de 7% en 2022 à 2024, parmi les meilleures performances mondiales. Les prix de l'énergie y sont restés compétitifs, malgré les crises. L'inflation, contenue. L'industrie, solide. Cette réussite découle d'une stratégie pragmatique, loin des incantations idéologiques et des postures symboliques. À l'inverse, la Tchéquie, comme beaucoup de pays européens, a fait un choix politique. Au lieu de chercher ce qui avantage ses citoyens et son industrie, elle s'est alignée sur ses alliés. L'énergie, au lieu d'être un levier, est devenue un poste de dépense explosif, avec des factures qui s'envolent et une compétitivité qui s'effrite. Le gaz, redevenu rare et cher, n'a rien de plus vertueux parce qu'il arrive par un autre port ou un autre navire. Les contraintes restent les mêmes. Seule l'étiquette change. Le vrai risque, c'est de confondre multiplication des fournisseurs et diversification réelle, c'est accepter de payer plus pour moins de sécurité. C'est sacrifier pouvoir d'achat, fragiliser l'industrie, compromettre la stabilité économique et perdre en crédibilité politique. Et au final, ce sont toujours les citoyens qui paient. Peu importe le fournisseur, si le rapport de force vous échappe, c'est votre portefeuille qui trinque. L'énergie n'est ni morale ni immorale. Elle est chère ou bon marché, fiable ou non. Le gaz n'est pas pur ou sale. C'est un produit soumis aux lois du marché et à la géographie. Les pays qui l'ont compris bâtissent leur sécurité sur la compétition, pas sur le discours. Ceux qui ont choisi la posture paient aujourd'hui le prix, sans retour possible. Avant de se réjouir d'un nouveau fournisseur, demandons-nous, quelles sont les véritables options? Avons-nous inversé le rapport de force, ou sommes-nous juste passés d'une dépendance à une autre, plus coûteuse et moins sûre? Il est temps d'exiger des choix énergétiques raisonnés, transparents, qui privilégient l'intérêt des citoyens et de l'économie réelle, et non l'affichage politique. La diversification, la vraie, ce n'est pas d'additionner les drapeaux sur le tableau des fournisseurs, c'est de créer les conditions où chacun d'eux se bat pour notre marché. L'Europe et la Tchéquie peuvent apprendre de la leçon indienne, choisir avec la tête, pas sous la pression des postures ou des alliances. À la fin, le marché remet chaque chose à sa place. Aucune déclaration, aucun slogan, aucune alliance ne pourra changer cette réalité. À nous, citoyens, d'être vigilants, de demander des comptes et de ne jamais perdre de vue. Notre énergie doit servir nos intérêts et non l'inverse.